Evening News. À la une de cette édition, il sera question de l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Il a été placé sous mandat de dépôt dans l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire. Aussi, l'appel du shérif de Nioro en faveur de la prolongation de la transition et la manifestation organisée par ses disciples à cet effet sera à l'ordre du jour. Dans l'actualité internationale, l'Afghanistan sera au programme où des citoyens désespérés attendent devant l'aéroport sur fond de menaces terroristes. C'était là les titres de ce Joliba Evening News. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Classée sans suite en 2018, l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire refait surface. Et c'est dans ce cadre que l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été placé sous mandat de dépôt. C'était ce matin 26 août après avoir été entendu par la justice. Abdoulaye Koniba Konaté. Je ne me suis jamais préoccupé ni inquiété par rapport à cette affaire. Si tout ce qui a été colporté était vrai, je ne serais pas là en ce moment, avait expliqué lors d'une interview télévisée l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Moins d'une semaine après ces allégations, l'ancien chef du gouvernement du régime Ibeka se retrouve derrière les murs dans le cadre de la même affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé en 2014 quand Soumeylou Boubèye Maïga était ministre de la Défense. Le bureau du vérificateur général avait publié un rapport sur l'achat de l'avion présidentiel du Mali pour une somme de 20 milliards de francs CFA et des détournements de fonds de plus de 9 milliards du contribuable malien. Cette affaire, qui a nourri de débats houleux à l'époque, a fini par être classée sans suite par la Cour suprême en 2018. Aujourd'hui, l'affaire renaît de ses cendres après être sortie des tiroirs par le procureur général de la Cour suprême, Mamadou Timbo, en convoquant l'ancien ministre de la Défense, Soumeylou Boubèye Maïga, qui s'était déclaré innocent il y a quelques jours. Une convocation qui a été soldée par la mise aux arrêts du président de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA CFP, Soumeylou Boubèye Maïga. En outre, cette affaire continuera son cours et ne compte pas s'arrêter là, car selon le procureur général, le dossier des équipements militaires n'est pas classé, les enquêtes sont en cours et des ministres ont été entendus, précise Moussa Timbo. Suite à l'appel du shérif, les disciples de Bouye Haïdara organisent une manifestation. Objectif, demander la prolongation de la transition. Plus de précisions avec Fanta Diarra. C'était ce vendredi, lors de son prêche, que le shérif a demandé une prolongation de la transition. Les disciples du shérif Bouye Haïdara ont ainsi organisé une grande marche ce jeudi matin à Nioro après l'appel à la prolongation de la transition de leur leader religieux. Pourquoi une prolongation de la transition? Aucun discours politique ne se prononce à l'intérieur et à l'international sans que son auteur n'insiste sur la question du respect du délai de la transition. C'est dans ce climat de contradiction que le chef des Hamalistes, Bouye Haïdara, s'est prononcé, je cite, « Si vous voulez qu'on avance, donnons-nous du temps. Nous, Maliens, devons œuvrer à ce que cette transition soit prolongée. Si nous avons l'espoir et l'ultime conviction que les autorités actuelles de la transition peuvent mieux faire, je demande une prolongation de 2 à 3 ans de la transition », rapporte un responsable de la communication du shérif. Au cours de ce rassemblement, les fidèles et partisans appelleront à la prolongation. Cette manifestation est une première venant des disciples du shérif Haïdara depuis le début de la transition. Pour leur part, les chefs d'État de la CEDEAO et la communauté internationale ne sont pas dans la dynamique de la prolongation de la transition. Par ailleurs, les partenaires extérieurs du Mali insistent et pressent les autorités de la transition à organiser les élections présidentielles et législatives le 27 février 2022 pour rendre le pouvoir aux autorités légalement élues. La seule évidence qui se dégage aujourd'hui est la question de la prolongation de la transition qui divise les Maliens. Impliquer les jeunes dans le processus de la refondation du Mali demeure une préoccupation majeure du programme Jeunesse et démocratie au Mali JDM. Et c'est dans ce cadre que le mouvement a organisé un atelier de réflexion sur les rôles et responsabilités des jeunes dans la refondation du Mali. Adama Sanogo et Moussa Tembine pour le compte-rendu.
La jeunesse sera désormais au centre des différentes prises de décision et au cœur des cadres de réflexion sur des sujets concernant le Mali. Une raison de plus pour le programme Jeunesse et démocratie au Mali JDM d'organiser une rencontre de proximité avec les régions de Kayi, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Bamako. L'objectif, c'est d'aller vers les jeunes dans leur milieu respectif, discuter avec eux sur les thématiques qu'on établit chaque mois. Maintenant, des thématiques sont élaborées et discutées avec les jeunes. Les deux thèmes choisis à l'occasion, notamment rôle et responsabilité des jeunes dans la refondation du Mali et réflexion sur leur participation dans le processus référendaire de 2021, feront objet de débats entre les jeunes. Chaque groupe va discuter sur les deux thèmes. Ensuite, chacun va faire une présentation. Il y aura un rapporteur dans chaque groupe. Chacun va présenter maintenant le travail de son groupe. Et on va faire une synthèse de ce que vous avez récapitulé. Sur les deux thèmes qui sont déjà là, n'est-ce pas, le rôle et responsabilité des jeunes et quelle est la participation des jeunes par rapport au processus du référendum. Pour l'atteinte des objectifs visés, les responsables du programme Jeunesse et démocratie au Mali, JDM, restent convaincus et optimistes. Donc nous sommes sereins, nous sommes optimistes que ces rencontres vont aboutir à quelque chose parce que ça va permettre à la jeunesse malienne de comprendre leurs propres valeurs et de connaître leur propre rôle sur l'enjeu politique même du Mali. Toutefois, ils invitent tous les jeunes de toutes les régions du Mali à rejoindre ce projet pour la refondation. Oui, une jeunesse debout et impliquée pour un Mali prospère est bien possible. Pour cause de soupçons de recrutement d'enfants soldats par des groupes armés au Mali, les États-Unis ont refusé de délivrer la licence du transpondeur de l'aéronef CASAC 295. Une sanction qui a fait l'objet d'un séjour du ministre malien des Affaires étrangères aux États-Unis. Harouna Salia Kone revient sur les faits. Le Mali a acheté un nouvel avion militaire CASAC 295 au constructeur européen Airbus. Cet avion de transport militaire est malheureusement bloqué en Espagne pour faute de transpondeur, un appareil dont les États-Unis refusent de délivrer la licence. Le transpondeur est un équipement embarqué indispensable pour tout avion. Cet appareil permet au radar secondaire des stations de contrôle du trafic aérien au sol de déterminer la position de l'avion. Il donne également une information de position aux autres avions se trouvant à proximité. Officiellement, cette sanction des États-Unis est due à un soupçon de recrutement d'enfants soldats par certains groupes armés. Au cours de l'année 2019, l'ONU indique qu'il y a eu le recrutement et l'utilisation de 215 enfants, dont 189 garçons et 26 filles. Ces enfants ont été recrutés selon le même rapport dans les régions de Kidal avec 131 enfants et 49 pour Gao. Ils seraient âgés de 9 à 17 ans. Selon nos dernières informations, le groupe d'autodéfense Touareg Imigad et allié Gatia a fait un communiqué pour désormais respecter toutes les normes nationales et internationales relatives à la protection des enfants, à ne pas recruter de combattants mineurs et à lutter contre le phénomène des enfants soldats. Par ailleurs, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a effectué un séjour de 5 jours aux États-Unis. Un séjour pendant lequel il dit avoir sollicité l'appui des personnalités américaines pour la levée du blocage en vue de permettre la livraison de l'aéronef acquis sur fonds propres du Mali. Pour l'instant, aucune réaction de Washington malgré l'engagement du Gacha à purger les enfants soldats de ses rangs et les multiples plaidoiries du ministre Abdoulaye Diop. Et maintenant, voici l'image du jour qui nous amène au palais présidentiel du Sénégal. Le palais de la République sénégalaise est une demeure historique située à Dakar dans le quartier du Plateau. Après avoir été la résidence officielle du gouverneur général de l'AOF, c'est aujourd'hui celle du chef de l'État sénégalais. La construction du palais dans son premier état est ordonnée en 1902 par Gaston Doumergue, ministre des colonies, pour loger dans la capitale le gouverneur général de l'Afrique occidentale française AOF, qui résidait alors à Saint-Louis. L'architecte choisi est Henri Deglan. Après 5 années de travaux, ce bâtiment de facture néoclassique surmonté d'une tour inspirée du Trocadéro de Paris est inauguré le 28 juin 1907 comme palais du gouvernement général. Le gouverneur général, alors en fonction, Ernest Roume, est le premier à y demeurer. Il a pour tâche de transférer le siège du gouvernement général de l'AOF de Saint-Louis à Dakar
et mettre en place les structures administratives centrales de ce vaste ensemble territorial. Les gouverneurs généraux puis les hauts commissaires s'y succèdent jusqu'au dernier d'entre eux, Pierre Messmer, de 1958 à 1959. L'évolution du style engendre au cours du temps une série de réflexions qui confèrent au palais sa forme actuelle aux lignes sobres et monumentales. Depuis l'indépendance du Sénégal, le palais de la République est la résidence du chef de l'État, occupée à ce titre par les présidents Léopold Sédar Senghor de 1960 à 1980, Abdou Diouf de 1980 à 2000, Abdoulaye Wade de 2000 à 2012 et Macky Sall depuis 2012. À présent, la page internationale avec Aminata Traoré. Le Dr Mouiti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, déclare que la troisième vague de Covid-19 en Afrique est en train de se stabiliser, bien que le nombre de cas reste très élevé. Elle se félicite du nombre de vaccinations qui ont été effectuées la semaine dernière, principalement dans le cadre du programme COVAX. 13 millions de doses ont été administrées, soit 3 fois plus que la semaine précédente. On compte désormais près de 6,7 millions de cas et 191 000 Africains sont malheureusement morts. La troisième vague semble se stabiliser, mais le nombre de cas reste très élevé avec près de 228 000 cas signalés la semaine dernière. Je suis ravi qu'au cours de la semaine passée, 13 millions de doses aient été administrées, soit le triple de la semaine précédente. Beaucoup de ces doses proviennent de dons et d'accords de partage de l'intermédiaire de COVAX. Ils veulent nous supprimer dans la ville de Djézi. Les civils déplacés à Amhara témoignent des combats qui font rage dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Longtemps limités au Tigré, les combats se sont récemment entendus à 2 régions limitrophes, à Naftar et Amhara. Les armes lourdes ont tué un nombre incalculable de civils et déplacés, des centaines de milliers d'autres. Acteurs d'atrocités, selon les rescapés, les rebelles rejettent les accusations de massacre qu'ils qualifient de propagande pro-gouvernementale sans fondement. En parlant du Front de libération du peuple du Tigré, ils veulent nous supprimer et nous gouverner. C'est un acte de nettoyage ethnique. Il n'y a pas de réseau là-bas. Nous ne savons pas qui est vivant ou non. Nous sommes désespérés. Une foule d'Afghans se masse à l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de fuir le pays à bord du vol d'évacuation dont le nombre diminue tandis que plusieurs pays occidentaux appellent leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces terroristes. Des dizaines de milliers d'Afghans et d'étrangers ont fui l'Afghanistan par le biais du pont aérien dirigé par les États-Unis depuis que le mouvement islamiste taliban a pris le contrôle du pays le 15 août. Je suis venu ici pour aller en Europe car je suis étudiant à l'université et les universités en Afghanistan sont fermées. Il y a la guerre, des conflits et il n'y a pas d'emploi dans le pays. Tout le monde est au chômage et les gens partent à l'étranger pour chercher de quoi vivre. Je suis venu ici de la province de Konar. Je travaille avec des Canadiens qui m'ont donné des documents et m'ont invité à venir ici. Ils m'ont délivré des visas. C'est ce qu'ils m'avaient promis. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu que la situation était très grave. Il y a des femmes, des enfants qui ont beaucoup de problèmes car ils n'ont pas de permis pour voyager et on se moque de nous. Haïti. Le 20 août, Rosna aurait dû fêter ses 11 ans, mais 6 jours plus tôt, la fillette est morte dans le terrible séisme qui a ébranlé Haïti. Et c'est à quelques mètres des ruines de sa maison que ses proches inconsolables l'enterrent. Comme elle, plus de 2100 Haïtiens ont été tués et alors que les survivants, en majorité pauvres, n'ont pas d'autre choix que de reprendre leurs activités. Les cortèges funéraires qui ne cessent de défiler dans les rues
rendent omniprésent le drame dans lequel le pays a été plongé le 14 août dernier. En revenant chez moi, je me suis donc pressé pour apporter le téléphone à ma femme. J'ai entendu la terre trembler. J'ai donc dit à ma femme, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Elle m'a répondu, c'est probablement un séisme. La poussière s'élevait. J'avais l'une de mes enfants dans ma maison. Elle dormait. C'était au petit matin. Parlons maintenant de sport. Suite à l'annonce des clubs de Première Ligue de bloquer les internationaux, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a écrit au Premier ministre britannique Boris Johnson pour lui demander de libérer les joueurs pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022. Amadou Tolo pour plus de précisions. Mardi dernier, les clubs de Première Ligue ont annoncé qu'ils ne libéreraient pas leurs joueurs appelés avec leur sélection nationale s'ils jouent durant la trêve de septembre des matchs dans un pays figurant sur la liste rouge du Royaume-Uni en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, ces clubs ne veulent pas mettre en quarantaine les joueurs à leur retour en Angleterre. Ainsi, le Britannique Boris Johnson au sujet des restrictions de quarantaine concernant les joueurs qui reviennent. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.